Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Ravi de vous retrouver comme chaque semaine. On est à la séance 11 aujourd'hui. Notre séance d'aujourd'hui continuera sur le processus d'approvisionnement dans le cadre du cours logistique. On est en train de découvrir en fait ce beau métier, cette belle science qui est la supply chain et la logistique. On est dans les phases premières, c'est-à-dire connaître les différents processus de la chaîne logistique. On est arrivé à la gestion des approvisionnements. La séance dernière, la séance 10, c'était une introduction à cette gestion des approvisionnements. Cette séance-là, on rentre un petit peu plus en détail sur les politiques d'approvisionnement. Bien, alors, allons-y sans plus attendre, justement, sur un petit récapitulatif très rapide sur ce qui a été réalisé ou discuté la séance dernière. Alors, on disait que l'approvisionnement est un processus qui était extrêmement important dans la chaîne logistique interne de l'entreprise. Son but, c'est de procurer justement la matière nécessaire, c'est-à-dire le besoin en quantité, dans les délais et bien sûr à la qualité exigée de tous les biens qu'on souhaite acquérir, soit des fournisseurs, puisqu'on doit lancer des ordres d'achat auprès des fournisseurs, ou encore il s'agit de composés qu'on fabrique en interne, et dans ce cas des ordres de fabrication qu'on doit lancer en atelier. Attention, l'approvisionnement est un maillon qui est très rapidement affecté par beaucoup de processus dans l'entreprise. On a vu ça pendant les premières séances, lors des interactions transverses entre les différents processus. On a dit que l'approvisionnement est un processus qui peut être affecté fortement parce que dans son input, il y a plusieurs outputs d'autres processus et principalement les stocks. Les stocks doivent être fiables. Le besoin et donc les prévisions doivent être également fiables. Les données techniques, notamment les nomenclatures, doivent être également fiables. Il suffit qu'un de ces éléments ne sont pas fiables, l'approvisionnement ne pourra pas être fiable dans l'entreprise, malgré les stratégies qu'on a étudiées, qu'on a analysées et qu'on a décidées dans l'entreprise. Et j'ai oublié bien sûr, si un autre processus, son output est fiable, notamment les achats, également les approvisionnements ne seront pas fiables. Les approvisionnements ne seront pas fiables, ils vont impacter eux aussi à leur output le processus production, qui à son tour affectera la logistique aval, qui affectera bien sûr le processus commercial, et malheureusement on ne pourra pas donner le QCD au client. Donc, cette chaîne de valeur qui est extrêmement importante nécessite qu'on ait un processus approvisionnement fort. Tout cela, on l'avait discuté la séance dernière et on avait dit que le processus approvisionnement, d'abord, c'est la planification de besoins. Deuxièmement, il faudrait qu'on ait un panel fournisseur qui est maîtrisé, évalué, validé. Ensuite, on calcule ce besoin-là de façon détaillée pour définir quels sont les ordres d'achat et les ordres de fabrication qui vont être lancés. Et cependant, on avait discuté qu'il existait 4 politiques d'approvisionnement. Je les ai énumérées la séance dernière, à savoir le lot of lots, c'est-à-dire le réapprovisionnement périodique, et c'est-à-dire la quantité fixe en délai fixe. On va rentrer plus dans le détail pendant cette séance. Ensuite, il y a la quantité fixe, c'est-à-dire on fixe la quantité qu'on approvisionne pour un article, mais le délai, il est variable, c'est-à-dire qu'on approvisionne en point de commande. La troisième politique d'approvisionnement et la quatrième, ce sont des politiques d'approvisionnement avec quantité variable, dans laquelle la quantité varie. Si le délai est fixe, dans ce cas-là, on parle de recomplètement périodique, c'est-à-dire une gestion calendaire, mais avec recomplètement en quantité variable. Alors que lorsque c'est variable, quantité et délai, et là, on fait bien sûr la modélisation délicate qu'on appelle le MRP, c'est-à-dire le plan besoin matière. C'est-à-dire que selon le menu de la semaine, on s'approvisionne en fonction du besoin quand on en a besoin.
Et justement, on va rentrer un petit peu dans le détail de tout cela, puisque le fait d'approvisionner, on avait dit, nécessite bien sûr une consignation contradictoire. Entre quoi et quoi? Entre la quantité qu'on doit approvisionner pour pouvoir optimiser entre deux coûts, les coûts de passation de commande et les coûts de possession des stocks dans l'entreprise. Parce que plus on commande en petite quantité, ça veut dire qu'on limite notre nécessité d'avoir un capital immobilisé ou encore un espace de stockage, donc le coût de stockage, on va rentrer dans le détail du coût de stockage, ou encore le coût d'assurance, mais aussi les coûts de rebut, d'obsolescence et de périssabilité. Donc le fait de commander des petites quantités à chaque fois me permet de ce qu'on appelle réduire les coûts de possession de stock. Mais en contrepartie, ça me permet de réduire, ça me permet d'augmenter plutôt d'autres coûts. Ce sont les coûts de passation de commande, puisque le fait de commander en quantité importante, c'est le contraire. Ce sont ces coûts de passation de commande, effectivement, qui vont diminuer. Donc, si l'une augmente avec les petites quantités, l'autre diminue et vice-versa si ce sont des grandes quantités. Concernant les coûts de passation de commande, on avait dit qu'il s'agissait du coût de lancement de la commande, combien ça nous coûte de générer des commandes dans l'entreprise, les coûts liés au transport, mais également les coûts unitaires de l'article, puisque plus les quantités sont importantes, je bénéficie de économies d'échelle. Alors, justement, rentrant, comme c'était prévu, dans cette séance-là, sur les 4 politiques d'approvisionnement. J'en ai parlé de la première politique qui est la quantité fixe et délai fixe qu'on appelle la méthode calendaire, l'autoflotte ou encore on l'appelle le recomplètement périodique. C'est-à-dire, de façon calendaire et périodiquement, je calcule une quantité qui est fixe et qui est réapprovisionné périodiquement de façon calendaire. Généralement, on utilise ce type de méthode pour son avantage de simplicité. Et on cherche à ce que les quantités qui est fixe dans ce cas-là, ainsi que celle de la politique en point de commande, on va la voir tout à l'heure, on cherche à ce que la quantité soit le plus proche de la quantité économique. Et pourquoi? Parce que la quantité économique, c'est la quantité qui va nous coûter le moins cher. Si j'approvisionne périodiquement à une quantité moins que cette quantité-là, ça va me coûter cher. En coût de passation et en coût de possession. Si je m'éloigne en quantité supérieure à cette quantité économique, ça va me coûter cher aussi. De la même façon, plus on s'éloigne de cette quantité fixe économique, plus ça me coûte plus cher. Et ce coût-là total, c'est ce qu'on appelle le coût total pertinent. On va en discuter dans quelques minutes. Le fait d'approvisionner en quantité fixe, délai fixe, par contre, il a des inconvénients. Son inconvénient, c'est qu'il ne s'adapte pas, malheureusement, à des consommations à forte variabilité. Si on a des demandes avec une variabilité forte, c'est-à-dire une nervosité au niveau de la demande qui est ingérable, il n'est pas possible, ou c'est possible de le faire, mais ça ne donnera pas de bons résultats, le fait d'utiliser cette politique d'approvisionnement. Ceci dit, c'est une politique d'approvisionnement qui est facile, très simple à mettre en place. Même Houssine, Moulpisserie, une pharmacie, une petite supérette, une activité simple qui fait de la distribution ou qui nécessite d'approvisionner peut réaliser cette méthode très très rapidement grâce à un fichier. Il ne nécessite pas en fait des moyens des moyens et des SI importants. Un petit fichier Excel avec une analyse bien définie de notre besoin annuel, une estimation de notre taux de stockage, une estimation également de notre coût à la commande et bien sûr on définit le coût de revient ou le prix de revient d'un produit, soit acheté, soit fabriqué, et on peut créer notre quantité économique ou se rapprocher à cette quantité économique le plus possible. Et ça va nous coûter moins cher que de choisir n'importe quelle quantité. C'est comme si je vous dis,
Je prends une 60 litres d'huile. Est-ce que j'achète 5 litres par 5 litres? 60 litres, c'est mon besoin annuel de l'année. Et donc, ce besoin annuel, est-ce que j'approvisionne 5 par 5? J'approvisionne 60 en même temps. J'approvisionne 10 par 10, 2 fois 30. C'est quoi la quantité qui me permet d'optimiser en même temps mon coût de possession et en même temps mon coût de passation? C'est la quantité économique et on va voir tout à l'heure quelle est justement cette formule qui permet de la calculer. La deuxième politique d'approvisionnement, c'est la politique d'approvisionnement cette fois-ci lorsqu'on a le variable-variable. Donc, c'est l'opposé. C'est-à-dire qu'on approvisionne selon le besoin quand on en a besoin. Donc, on calcule ce qu'on appelle un besoin net. Donc, cela, on va rentrer donc encore plus en détail sur cette politique-là avec des exemples et des exercices. On va essayer de faire pendant les séances prochaines. C'est une méthode qui nécessite, bien sûr, elle est ingérable manuellement. C'est une méthode qui nécessite, bien sûr, d'utiliser des systèmes d'information et elle est beaucoup plus utilisée lorsqu'on a des produits à consommation et à valeur aussi variable. Lorsque le prix de ce produit varie de façon très importante et également sa consommation. Alors, en termes d'avantages, vous allez me dire, mais encore la simplicité. Oui, mais la simplicité par l'utilisation d'un système d'information. Et également, on peut pouvoir en fait faire des prévisions et faire des spéculations puisqu'on peut faire des projections. On peut avoir une visibilité de ce qu'on va commander à quelle quantité en fonction de l'alimentation de notre MRP par les données nécessaires, à savoir la nomenclature, le stock et le fameux besoin brut qui est notre PDP, c'est-à-dire notre besoin. Maintenant, il faudrait que ces trois-là soient fiables. Et si jamais un d'entre les trois n'est pas fiable, forcément, c'est comme ça on se tire une balle dans le pied. Pourquoi? Parce que la quantité qui est proposée à commander à date variable sera complètement fausse. Et dans ce cas-là, l'approvisionnement serait faux. Et donc, c'est pour ça que je me dis, c'est comme si on se tire une balle dans le pied. Donc, on n'a pas intérêt. Donc, pour pouvoir réaliser cette politique d'approvisionnement, autant que le conseil d'un consultant là-dessus, tout d'abord, fiabiliser tous les entrants, à savoir le stock fiable, une nomenclature et des données techniques très fiables et maîtrisées. Quand je dis nomenclature fiable, c'est-à-dire avec des données bien paramétrées en termes pour les composants, les composés et l'ensemble des niveaux de votre nomenclature soient bien paramétrés sur votre système en termes de lead time et en termes de coefficient de cette nomenclature. Et bien sûr, le besoin, il faudrait que malgré qu'il est variable, il faudrait qu'il y ait en fait une variabilité qui est prévisionnelle et qui est maîtrisée dans le temps. Troisième politique d'approvisionnement, cette fois-ci, alors on a fait le fixe, on a parlé du variable, c'est le CBN. Maintenant, je vais vous parler de la date qui est fixe, mais la quantité qui est variable. C'est-à-dire que j'approvisionne en calculant mon besoin, mais pas quand j'en ai besoin, mais à une méthode calendaire, c'est-à-dire à délai fixe. Alors, dans ce cas-là, je vais utiliser la méthode, ce qu'on appelle le recomplètement périodique. Le recomplètement, je recomplète mes stocks périodiquement avec une quantité variable selon le besoin, mais à date fixe. Pour les produits dont la demande varie très peu, ça c'est important, et également pour les produits onéreux. Et c'est pour ça qu'on va utiliser cette méthode. Alors, le principal avantage aussi de cette méthode, c'est qu'elle est plus simple, puisqu'on regroupe toutes les commandes dans un délai défini. Et pour chaque besoin, on calcule bien sûr le besoin, mais sur un délai bien défini. Le principal inconvénient, c'est son risque, le risque de non-fiabilité en cas de variabilité, non prévue de la demande, ou encore lorsque, comme j'ai dit tout à l'heure, le stock n'est pas fiable. Donc, il suffit qu'il y ait des non-fiabilités de stock à cause des écarts de stock. Et donc, je me retrouve avec des ruptures qui n'étaient pas probables. Ou encore, il y a une forte demande, un pic, mon approvisionnement se casse la gueule. Donc,
Et donc, il faudrait que j'ai ces éléments-là qui sont présents pour que je puisse utiliser ce type de politique. La dernière politique que j'ai gardée pour la fin et sur laquelle je vais développer justement aujourd'hui, c'est la quatrième. On va la voir juste après. Mais avant, sur ce recomplètement périodique, rentrons un peu dans son détail, comment justement on peut le calculer. Alors, le calcul du recomplètement périodique, justement, c'est en calculant, c'est très simple. C'est lorsque je cherche en fait la périodicité des commandes. Je la définis. Si j'ai une périodicité des commandes, par exemple, j'ai une périodicité, disons, allez, on prend une périodicité chaque 5 jours, chaque semaine, chaque 2 semaines. C'est à vous de définir la périodicité à laquelle vous passez vos commandes. Supposons j'ai une périodicité de 5 jours. J'ai un délai d'approvisionnement, ce qu'on appelle le lead time en anglais. Délai d'approvisionnement, il est de 2 jours. Je passe commande aujourd'hui, je reçois ma commande 2 jours plus tard. Donc, j'ai un lead time de 2 jours, le petit t. Donc, 5 jours pour plus 2 jours me donne mes 7 jours. À ces 7 jours, je vais les multiplier fois la demande moyenne. Ça veut dire quoi la demande moyenne? C'est ce qu'on utilise aujourd'hui comme outil pour la nouvelle génération au niveau des approvisionnements. Et dans la gestion des stocks, c'est le DDMRP, on en parlera plus tard, bien sûr. C'est ce qu'on appelle la CMJ. CMJ, c'est la consommation moyenne journalière. C'est la demande moyenne journalière. Et cette demande moyenne journalière, en anglais l'ADU, et Average Daily Usage, c'est une demande que je calcule en moyenne par référence. Pour chaque référence ou famille de produits, éventuellement, je peux la calculer. Donc, mes 5 jours que j'ajoute dessus, les 5 jours qui est la périodicité de commande, auquel je vais ajouter mes 2 jours de lead time, que je multiplie fois cette CMJ ou cette demande moyenne. Par exemple, j'ai une demande moyenne de 5 jours, de 5 unités, pardon. C'est pourquoi j'ai dit 5 unités par jour. C'est une CMJ, consommation moyenne journalière. Donc, c'est une moyenne journalière de consommation. Supposons elle est de 10 unités par jour. Donc, je vais multiplier mon 7, 5 plus 2, fois 10, qui est ma consommation journalière. Et donc, il ne faut pas oublier, bien sûr, mon stock sécurité s'il est paramétré dans mon système. Alors, dans ce cas-là, si j'ai un stock sécurité de 5 pièces dans mon système, donc je me retrouve avec un recomplètement de mon stock avec une quantité de 75 pièces. Alors, maintenant, il faut, justement, alors j'ai un recomplètement de 75 pièces. Maintenant, à ce recomplètement-là, attention, il faut y retrancher quoi? Là, le stock, pour que je puisse définir quel est le recomplètement net à commander. Si, par exemple, le stock disponible dans mon entreprise, il est de 25 pièces, par exemple, donc 75 moins 25 pièces disponibles égale aux 50 pièces qu'il faut recompléter avec au moment de cette commande. Voilà, donc ça c'est le recomplètement périodique, c'est la quantité, il va changer, elle va changer selon la CMJ parce que la CMJ, elle va changer en fonction de la consommation moyenne, donc c'est un paramètre variable. La périodicité généralement, elle est fixe, si jamais on la change, forcément ça va changer, le délai d'approvisionnement également il est fixe. Voilà, donc, et par contre, le stock, comme il varie, il change selon la disponibilité du stock. Donc, forcément, cette quantité qu'on va réapprovisionner est variable. Et j'arrive ainsi à la quatrième politique d'approvisionnement et dans laquelle j'ai une quantité fixe, mais un délai, comment il est variable. Ça veut dire que j'approvisionne à une quantité fixe, comme la première politique qu'on a vue au début. Sauf que dans cette politique-là, à quantité fixe, le délai d'approvisionnement n'est pas fixe, c'est-à-dire n'est pas de façon calendaire. Je vais réapprovisionner quand il y a déclenchement du besoin. Et quand est-ce qu'on a déclenchement du besoin? Quand est-ce qu'on a un déclenchement du besoin? Quand il y a le point de commande. Le point de commande est déclenché, c'est ce qu'on appelle le point de lancement. Il est déclenché lorsque j'arrive à un stock d'alerte. Le stock d'alerte, c'est le niveau de stock. Donc, je consomme. Et à un certain niveau en stock,
j'arrive à ce qu'on appelle le point de commande. Ce point de commande, c'est le point maximum auquel je dois absolument passer la commande. Autrement dit, si je ne passe pas commande tout de suite là, à ce niveau-là, à ce niveau de stock-là, je serai en rupture de stock. Je ne suis pas encore en rupture de stock, mais je serai en rupture de stock parce que ce qui me reste en stock, c'est quoi? C'est de quoi tenir le temps que la prochaine commande que je dois passer arrive. C'est-à-dire ce qui me permet de tenir le temps d'un lead time, le temps d'un délai de réapprovisionnement nécessaire. Et donc, ce point de commande, il doit être justement respecté. Alors, que ça soit en quantité fixe, en délai fixe ou en quantité fixe, en délai variable, on est amené justement à chercher cette quantité fixe. Mais vérifions un peu pour ces deux politiques-là qui ont une quantité fixe. Qu'est-ce qui se passe? Donc, comme j'ai expliqué, nous avons la quantité en stock. Cette quantité en stock, donc je la reçois, mon stock, il est plein. Donc, cette quantité, elle est dans mon stock. Je consomme jusqu'à ce que mon stock arrive au stock moyen. Le stock moyen, c'est bien sûr, c'est la quantité moyenne divisée par 2. Alors, à ce moment-là, il y a déclenchement d'un point de commande. Maintenant, quand le délai est variable, le point de commande, il est tributaire du lead time. Et donc, le lead time, si le lead time, justement, est mal paramétré, forcément mon stock d'alerte serait faussé et donc je ne passerai pas la commande au moment qu'il faudrait passer. Ceci dit, attention, si on a des problèmes et des aléas, alors en cas d'aléa, je suis tenue et amenée à faire et à paramétrer un stock théoriquement qui n'existe pas physiquement. Il s'agit du stock de sécurité. Le stock de sécurité, la plupart qui se habillent un stock sécurité ou un stock qu'on quelque part. On peut se douiller ou on se douiller non, le stock sécurité c'est un stock fonction. C'est une fonctionnalité de stock. J'avais mentionné ça la séance dernière. Cette fonctionnalité de stock doit être paramétrée dans notre système et notre système, qu'est-ce qu'il fait? Il ne le prend pas en considération dans le calcul de notre besoin. C'est-à-dire que quand j'arrive à mon stock d'alerte, mon stock ne prend pas en considération mon stock sécurité parce que c'est un stock paramétrable. Physiquement, tout y est. On en a en stock. Mais théoriquement, le stock, il te dit voilà le stock total et voilà le stock sur lequel moi je raisonne. Parce que l'autre, c'est un stock sécurité que vous avez paramétré pour cause. Attention, le stock sécurité, quand je dis toujours, il n'est pas systématique, il n'est pas permanent. C'est-à-dire que je penserai à le mettre en place lorsqu'on a des aléas. Les aléas qu'on peut avoir et qui nous poussent à mettre en place un stock sécurité, le temps de résoudre ces aléas. C'est-à-dire que je mettrai en place un stock sécurité et je le paramétrerai, ça me coûte très cher. C'est un coût de possession au niveau des stocks, c'est un coût de gestion, mais c'est un coût nécessaire pour éviter les ruptures. Ça me permettrait d'éviter les ruptures et donc les arrêts de chaîne. Et donc, ce stock sécurité ne doit pas être permanent. C'est un stock qui me permet de répondre à mon besoin le temps d'éviter bien sûr les ruptures, le temps de résoudre mon problème. Quand j'ai un problème, donc je dois diagnostiquer les causes racines, les analyser, mettre en place et lancer une roue d'amélioration continue. Entre-temps, je dois fonctionner. Donc j'ai mis en place un stock sécurité. Les aléas qui peuvent me pousser à mettre en place justement mon stock sécurité, ça peut être des aléas liés à quoi? Ça peut être des aléas on y va depuis le départ. Ça veut dire des aléas liés à la forte variabilité de la demande. J'ai une forte variabilité de la demande dans mes stocks, donc je planifie des stocks sécurité. Ça me permet d'anticiper sur toute rupture ou toute demande imprévue de la part de mes clients. Ou encore, ça peut être des aléas liés aux fournisseurs. C'est-à-dire que j'ai des problèmes fournisseurs. Donc, le temps de gérer ces problèmes avec le fournisseur à travers les achats, notamment des problèmes qualité, donc ça bloque la matière et ne sera pas utilisée, elle est non conforme, ou lié à des problèmes de lead time, c'est-à-dire le fournisseur livre tout le temps en retard, donc le temps de reboucler le processus achat
et de traiter le problème avec le fournisseur pour fiabiliser son approvisionnement, je me mets et je me sécurise avec un stock sécurité. Ça peut ne pas être tout cela, ça peut être le processus transport. J'ai des problèmes au niveau du transport. Mon transport n'est pas fiable. Donc le temps de fiabiliser mon transport, mon transit, ou encore j'ai des blocages au niveau de mes importations. Donc le temps de résoudre et de gérer ces anomalies-là, ça peut être des blocages au niveau du port, ma marchandise est soumise au contrôle sanitaire, phytosanitaire, ou encore il y a des problèmes d'aléas au niveau du transport international maritime ou aérien. Ça peut arriver, c'est généralement fréquent. Le temps de pouvoir fluidifier ces flux-là, les maîtriser et éviter ce genre d'aléas, je dois me sécuriser pour éviter des arrêts. Ça peut être également des aléas en interne liés à la gestion des stocks. On a des stocks qui ne sont pas fiables. On a des stocks avec énormément d'écart pour plusieurs raisons. On évoquera ça au niveau du cours de gestion de stock. Ça peut être des erreurs de saisie, ça peut être des mauvais adressages, comme ça peut être des sorties physiques comme sorties théoriques, des erreurs de paramétrage sur le système, notamment les unités de mesure. Tout cela, ce sont des causes racines principales qui peuvent générer des écarts de stock, donc stock pas fiable. Qui dit stock pas fiable, vous avez vu tout à l'heure que toujours l'approvisionnement consulte le stock, surtout dans des calculs de besoins, dans la quantité variable, on doit consulter le stock. Donc le stock doit être fiable. Alors dans ce cas-là, le temps qu'on puisse fiabiliser nos stocks, avec des méthodes qu'on va apprendre ensemble, Inch'Allah, prochainement, il faut mettre en place un stock sécurité. Ou encore, ça peut être des problématiques au niveau de la production. J'ai des machines qui scrapent, qui sont pas fiables. C'est des machines qui détériorent les pièces. Et donc, pour pouvoir fabriquer, par exemple, une pièce, j'ai besoin d'un composant. Alors, la nomenclature dit un composant pour fabriquer ma pièce. Malheureusement, la machine, elle détériore la pièce. Donc, je dois remettre une deuxième, une troisième. Donc, il y a une surconsommation. Cette surconsommation me génère des ruptures et des arrêts. Et l'approvisionnement ne peut pas suivre. Alors, dans ce cas-là, je me mets des stocks sécurité, le temps de résoudre mon problème au niveau de la production et de gérer cette anomalie liée à la maintenance. Donc, vous avez vu qu'il y a énormément d'aléas qu'on peut avoir dans l'entreprise qu'il faut maîtriser. Mais en attendant, on va mettre en place le stock sécurité. Une fois que ces aléas disparaissent, avec les plans d'action, la roue de l'amélioration continue que l'on met en place, là, je vous suggère vivement de revoir les stocks sécurité que vous avez mis en place parce que c'est de l'argent qui dort, c'est de l'argent dormant. Il faut faire attention à ce que cet argent-là, on perd pas de l'argent pour rien. C'est-à-dire on a du capital qui dort dans un stock qui est paramétré autant que stock sécurité. Physiquement, on l'utilise, ne vous inquiétez pas, c'est pas stock sécurité déposé quelque part. Non, le FIFO, il est respecté. Mais théoriquement, on a toujours une quantité qu'on n'utilise pas, qui est toujours là par précaution, par sécurité, alors qu'on n'a jamais touché si jamais il y a le besoin. Parce que le stock sécurité, on le touche quand on en a besoin, quand il y a un des aléas dont on a parlé tout de suite. Alors, justement, quels sont ces coûts-là générés lorsqu'on fait une quantité fixe, c'est-à-dire quand on utilise ce qu'on appelle les lots économiques. Quand on choisit n'importe quelle quantité fixe, quand je veux, mes 60 litres, j'ai choisi, allez, au pif, j'ai choisi 20 litres par 20 litres par 20 litres. C'est ma méthode, je veux consommer comme cela. Ok, super. Sauf qu'avec mes 20 litres par 20 litres, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais augmenter mes coûts de possession de stock, par exemple dans mes calculs, et j'ai fait réduire mes coûts de passation de commande. Mais la somme des deux m'a donné des coûts de totale pertinence qu'on appelle le CTP, et c'est ce qui est en mauve dans le schéma. Ce qui est en mauve, il serait élevé. Alors dans ce cas-là, je prends 60 litres en même temps, il va dire quelqu'un. Alors si la taille de l'eau et la quantité dont tu as besoin dans l'année se rapprochent de la quantité à laquelle tu approvisionnes, c'est-à-dire je vais commander, allez, 2 fois par an, 30 par 30, ou je vais commander une fois par an, mes 60 litres en même temps. Alors dans ce cas-là, c'est mort, puisque les coûts de possession des stocks sont très élevés et le coût de passation de commande sont faibles, puisque je vais commander qu'une seule fois. Avec cela, qu'est-ce qui va se passer? La somme des deux, aussi élevée. Donc le CTP, le coût total pertinent en mauve, sera élevé.
Sachant, mais attention, là je parle avec des coûts d'acquisition ou de prix d'unitaire de produit qui est stable. Si jamais notre coût unitaire n'est pas stable, dans ce cas-là, je peux utiliser ce qu'on appelle le PUM, le prix unitaire moyen pondéré, mais les calculs ne seront pas aussi bons. Je parle lorsqu'on a, comme on a dit tout à l'heure, lorsqu'on a des prix des produits dont les prix ne varient pas énormément pendant l'année. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut trouver l'équilibre. C'est-à-dire, j'ai des prix fixes et je veux calculer une quantité fixe. Alors, à approvisionner avec. Alors dans ce cas-là, je dois trouver l'équilibre. Quelle est la quantité qui me permet en même temps d'avoir des coûts de passation faibles et des coûts de possession les plus bas, faibles. La somme des deux me donnera le CTP le plus bas. Et vous avez vu que la courbe mauve, qui est le CTP, qui est la somme des coûts de lancement de commande, c'est le coût de possession de passation de commande et le coût de possession des stocks en noir. La somme des deux me donne une courbe en mauve et qui est comme une forme d'une marque de chaussure que je ne citerai pas. Cette marque de chaussure, vous avez vu qu'elle est très raide d'un côté et elle est très lente du côté droit. Et bien tout simplement pourquoi? Parce que le point le plus bas de cette courbe, c'est ce qu'on appelle la quantité économique à commander. Economic Order Quantity. Et cette quantité-là, c'est ce qui me donnera le CTP le plus bas, le coût le plus bas. Comment calculer tout ce monde-là et tous ces éléments-là? Alors, ce calcul-là est très facile à faire et à mettre en place rapidement et manuellement dans un fichier Excel. Alors, cette figure, comme on a vu, elle nous présente le coût de possession, comme j'ai dit, qui est en fonction croissante de la quantité. Plus la quantité augmente, comme on a dit, plus le coût de possession, il va augmenter. En contrepartie, le coût de lancement, il va diminuer et vice-versa. Alors, justement, mais dans les deux cas, le CTP va augmenter. Moi, je cherche à ce que je réduis au minimum le CTP. Minimiser au minimum le CTP, c'est avoir un équilibre parfait entre le coût de possession des stocks et les coûts de passation de commande. Le coût de possession des stocks, sa formule est très simple. Il faudrait multiplier le coût unitaire de l'article ou le prix unitaire de l'article au taux de stockage. Le taux de stockage qu'on avait discuté la séance dernière, multiplié fois le coût unitaire de l'article, me donnera ce qu'on appelle le coût de stockage, c'est ce qu'on appelle le grand H. Je rappelle, le taux de stockage la dernière fois, c'est quoi? C'est le taux qu'on doit évaluer en entreprise, en calcul analytique, pour définir combien ça me coûte en coût combien ça me coûte de générer du stock dans l'entreprise en termes de coût. Je m'explique. C'est-à-dire que si j'ai un produit X à stocker, peu importe lequel, le fait de le stocker dans mon magasin, c'est sa valeur, son coût unitaire multiplié fois un taux. Comment définir justement ce taux? Ce taux-là, il est lié à plusieurs éléments. D'abord, tout ce qui est coût d'investissement dans ce magasin. Ensuite, les coûts d'exploitation, notamment incluant bien sûr les coûts de main-d'œuvre et de ressources humaines. Les coûts d'investissement, c'est soit en fonds propres. Alors, dans ce cas-là, c'est l'amortissement de ces coûts, notamment le bâtiment. Donc, le pourcentage de ce magasin par rapport au bâtiment en fonds propres, son amortissement. Ça peut, bien sûr, on ajoute à ça tout ce qui est rayonnage, si on a des rayonnages. Bien sûr, leur amortissement, si c'est en fonds propres. La même chose pour tout ce qui est moyens de manutention, chariot élévateur et outils manuels. Également, on utilise, alors je pense que la connexion est devenue faible. C'est ce que je vois en face de moi. Non, ça va, elle a repris correctement. Donc, je disais que également, il y a dans le petit... Donc, je parle des coûts d'investissement qui rentrent. Il y a tout ce qui est investi dans ce magasin en matériel, chariot élévateur, rayonnage, balance, système d'information, PC, matériel... qui est dans ce magasin. Donc, il y a un calcul de coût analytique qui est réalisé sur tout ce qui est investissement au niveau de ce magasin. Ajoutons à cela tout ce qui est coût d'exploitation, notamment électricité, téléphone, internet, mais encore sécurité, nettoyage,
ainsi que tout ce qui est consommable lié à ce magasin. Également, ajouter bien sûr la ressources humaines et donc ce sont les salaires chargés de ces ressources humaines multipliés x 12. Quand je dis le salaire chargé, c'est-à-dire incluant les charges patronales et toutes les charges liées à ces salariés-là directs et bien sûr les salariés indirects avec coefficient bien sûr de leur participation sur ce magasin-là. Tous ces coûts-là, bien sûr, par rapport à la valeur prévisionnelle qui est stockée sur ce magasin, me donne ce taux de stockage qui est estimé. Estimez-le pour une première fois et mettez-le à jour annuellement. C'est-à-dire chaque année, il faudrait le mettre à jour. Malheureusement, on retrouve certaines entreprises qui ont calculé pour un jour, ils avaient un expert comptable qui leur a calculé ce taux de stockage pour estimer un peu combien ça leur coûte de gérer du stock chez eux. Malheureusement, on trouve que ça passait 12 ans, 13 ans qu'ils travaillent et qu'ils calculent avec ce taux-là qui n'a pas été remis à jour, alors que c'est une entreprise qui a changé de locaux, elle travaille plus à Insba, elle est à Bouskoula, ou encore elle a acheté, elle a investi dans nouveau matériel, les salaires ne sont pas les mêmes, etc. Donc attention, ce taux de stockage doit être revu annuellement. Le taux de stockage multiplié fois le coût unitaire de l'article nous donnera le fameux H que vous voyez devant vous, qui est le taux qui est le coût que ça donnera, le coût de stockage. Coût de stockage, c'est petit h fois petit c, qui est le taux de stockage, et le petit c, c'est le coût unitaire de l'article, nous donne le grand H. On va voir la formule détaillée juste après. Alors, à ce grand H, on va multiplier fois la demande la quantité qu'on a choisi de commander avec. Alors, si cette quantité-là n'est pas économique, n'est pas la quantité économique, donc je vais avoir un coût de possession qui est supérieur au coût de passation et je peux avoir le déséquilibre. Donc, il faudrait mettre ici la quantité économique et également dans la formule du coût de passation de commande, également utiliser la quantité économique dans le culot. C'est la quantité qu'on a choisi de commander avec. Et donc, divise par 2. Donc, grand H, le coût de stockage, multiplié fois la quantité qu'on a choisi de commander avec, divisé par 2, nous donne le coût de possession de commande. On ajoute à ça pour le CTP, donc il faut ajouter le coût de passation de commande. Et le coût de passation de commande, c'est le coût de lancement de la commande que multiplie la demande annuelle. Le coût de lancement de la commande, c'est S. Combien ça nous coûte de générer des commandes dans l'entreprise? Malheureusement, c'est ça en fait l'inconvénient de cette formule. On va voir les limites tout à l'heure, c'est que le coût de lancement de la commande ou le coût généré ne prend pas en considération la valeur des produits commandés. Non, c'est le fait de générer une commande. Et également, c'est un coût moyen, c'est-à-dire le coût, quelle que soit la commande qui est générée dans l'entreprise pour les produits ou les familles de produits X ou Y qu'on est en train d'étudier. Multiplié fois la demande annuelle, le besoin prévisionnel annuel de cet article. Et on le divise bien sûr par la quantité qu'on a choisi de commander avec, qui est la même qu'on a mis dans la formule du coût de possession des stocks. Si cette quantité-là est la quantité économique, on se retrouve avec le fameux équilibre dont j'ai dit. Et si c'est l'équilibre, la somme des deux nous donnera le CTP le plus bas. Mais kinch maqal minno. Donc la quantité économique, c'est celle qui vous donnera le CTP, Economic Order, quantité la plus faible. Alors, on va voir après qu'est-ce que c'est le QMC. Le QMC, c'est quoi? C'est la quantité minimale à commander. J'ai calculé ma quantité économique, on va voir comment on va la calculer tout à l'heure. Sauf que cette quantité économique, elle est refusée. Supposons qu'on parle par rapport au fournisseur. On va voir également par rapport à l'atelier. Le fournisseur, il me dit non, je ne peux pas t'accepter la commande avec cette quantité économique. Alors, je fais quoi alors? Pourquoi? Pour deux raisons. Ça peut être à cause du QMC dont on voit ici, MOQ en anglais, Minimum Order Quantity. Et cette quantité-là, QMC, qui est la quantité minimale à commander, c'est-à-dire que le fournisseur t'exige un minimum à commander, un long min. Je ne peux pas commander moins chez lui. Alors dans ce cas-là, si ma quantité économique elle est inférieure à ce QMC,
je ne peux pas commander avec. Donc, je dois me positionner à la quantité minimale à commander et cette quantité-là deviendra ce qu'on appelle pour moi client, qui va définir cette quantité à commander, deviendra ma quantité optimale. La quantité optimale, c'est une quantité qui est plus chère en CTP, en coût total pertinent, elle est plus chère que la quantité économique, mais elle est moins chère que toutes les autres quantités. C'est par rapport à une contrainte, un critère, notamment le QMC. Comme ça peut être à cause de quoi? À cause de lot size. Ce n'est pas le QMC qui est ma contrainte avec le fournisseur, mais c'est des lot size. Il m'exige des lots, des tailles de lots. Alors dans ce cas-là, comment je vais faire? Je prends ma quantité économique, je la divise par le lot size. Supposons que je dois commander, ma quantité économique, elle est de 20 pièces. Mais le lot size, il est de 6. C'est-à-dire, c'est des paquets de 6. Donc, est-ce que je commande 18 par 18 ou est-ce que je commande 24 par 24? Moi, le meilleur pour moi, c'est 20. Je fais quoi alors? Alors, qu'est-ce que je fais? Je calcule le CTP pour une quantité de 18 et je calcule le CTP pour une quantité de 24. Et celle qui serait la moins entre les deux serait ma quantité optimale. C'est vrai que j'ai pas pu commander avec ma quantité économique qui me coûtera le moins cher, mais la quantité optimale, c'est elle qui suit la quantité économique. Bien, alors justement, regardons un peu comment maintenant calculer cette quantité économique. Alors cette quantité économique, je peux la déduire. Regardez ici. Regardez la formule du CTP. Je peux la déduire sans vous la donner directement de la théorie de Wilson. Quand on a un CTP qui égale le coût de possession égale le coût de passation. Alors pourquoi? Parce que la quantité économique, c'est ce que j'ai utilisé. Si je n'utilise pas la quantité économique, j'aurai un qui est différent de l'autre. Mais quand j'utilise la quantité économique dans la formule, j'aurai un égal à l'autre. C'est-à-dire, j'aurai le coût de possession, c'est S fois D sur la quantité économique. Le coût de lancement de la commande que multiplie la demande annuelle que divise la quantité économique serait égal au coût de possession de stock qui est le coût de stockage que multiplie la quantité économique sur 2. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? Ma opération mathématique, quantité économique, je la monte en haut, ça serait au carré. Le 2, je le fais monter en haut. Et je fais descendre le grand H, qui est le petit h fois petit c. Et donc, la quantité économique serait de combien? La racine de 2 fois le coût de commande, le S, que tu multiplies la demande annuelle, c'est le D, que divise le grand H, qui est le petit h fois le petit c qu'on a expliqué. Et ça nous donne la fameuse formule de Wilson. La racine de 2 fois le coût de lancement de la commande que multiplie la demande annuelle que divise le coût de stockage. Et le coût de stockage, le coût unitaire annuel de stockage précisément, parce que ça concerne le coût de stockage pour cet article, mais annuellement pour cet article. Et qui égale à combien? Comme j'ai dit, le C fois le petit h. Le C, c'est le coût unitaire de l'article, combien qui est avec le produit. Et le H, c'est le taux de stockage que j'ai expliqué tout à l'heure, comment le calculer. Et ça, c'est ce qui me permet de donner la quantité économique. Alors, cette quantité-là, si on s'éloigne d'elle, en moins en quantité ou en plus, le CTP, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente. Mais attention, comme on a expliqué, la courbe elle n'augmente pas de la même façon, c'est-à-dire elle est beaucoup plus raide sur la droite, plutôt sur la gauche que sur la droite. C'est-à-dire que sur la gauche, c'est-à-dire que en moins, quantité en moins, qu'en quantité en plus. Plus tu t'éloignes encore plus de cette quantité économique en moins ou en plus, qu'est-ce qu'elle fait cette courbe? Ce coût-là, il va augmenter encore plus. Regardez le pourcentage de déviation des coûts. Qu'est-ce qui lui arrive? Alors, voici une courbe qui nous explique il a ولينا كنتقداو باللي قال لنا راسنا وما كنقلبوش على هاد la quantité économique en moins pour optimiser certains articles dans l'entreprise اللي عندهم une demande stable ou le prix unitaire il change pas. Alors dans ce cas-là, الأحسن نستعملوا l'eau économique, on approvisionne avec la quantité économique pour optimiser. Même à la maison, on peut faire ça. C'est applicable, comme je dis toujours, la logistique est applicable dans la vie de tous les jours. On peut optimiser l'approvisionnement of scar, of zit, ou tout ce que j'approvisionne en quantité fixe.
à la maison. Donc, quand je suis dans la quantité économique, c'est pourcentage 0, c'est le milieu. Allez, parce qu'il n'y a pas de déviation des coûts. Si tu t'éloignes en plus ou en moins, en quantité, c'est-à-dire la quantité économique d'Yali, là, ma britache, comment dire, نقصت ب 20% la quantité. Le CTP rate là. زدت ب 20% la quantité. Le CTP rate là. Mais le coût باش rate là, le pourcentage باش rate là, il va être beaucoup plus élevé que le pourcentage pardon, la quantité faible, l'augmentation de coût est plus importante que lorsque on a augmenté la quantité. Ça veut dire que la courbe de déviation des coûts est beaucoup plus raide lorsqu'on commande en moins qu'en commande en plus. Le fait de commander en moins, qui non. Ou là, on dit moins en coût de capital investi. Eh ben non, ça va te coûter encore plus cher. Parce que la courbe de déviation des coûts est beaucoup plus raide sur la quantité en moins que la quantité en plus. Mieux commander en plus qu'en moins, parce qu'il y a la pénalité est plus lente en termes de quantité lorsque la quantité est plus importante que lorsque la quantité est moins importante que la quantité économique. Voilà. Donc, malheureusement, pour terminer cette séance, il ne faut pas que j'oublie d'en parler de quoi? Des inconvénients de cette méthode. Les inconvénients de la méthode, donc les deux politiques d'approvisionnement qui ont une quantité fixe, avec même la quantité économique qui n'optimise, il nous met régime les coûts, c'est vrai, en coût de passation et en coût de possession, voilà, qui a des inconvénients. C'est quoi ces inconvénients? C'est que il faudrait pas, je l'ai dit au début, il faudrait pas que la demande varie trop. Parce que nous, on calcule la quantité économique sur une demande annuelle. Il est quand la demande annuelle, c'est une demande prévisionnelle. Ou là, quand la demande ديالنا في العام كتطلع وكتهبط بزاف, donc ça veut dire que la quantité économique, alors ما غتقدكش. La pratique تجيب 30 ب 30 ب 30 parce que c'est ta quantité économique. والشهر الثاني جاتك كوموند ديال 60, جاك un besoin de 60. Donc 30 ديالك راه ما غتقدكش. Donc, ça ne permettra pas de répondre à ton besoin. Donc, attention, s'il y a de fortes variabilités de la demande, c'est une méthode qui ne vous concerne pas. Et la demande, généralement, toujours est fluctuante. Bien sûr, on a des produits qui ont une demande stable dans la vie de tous les jours, en entreprise. Donc, il faut définir les familles de produits qui sont concernés ou les produits qui sont concernés. Attention, la théorie dont on vient de parler, c'est la méthode ou c'est le modèle de Wilson. Attention, ce modèle de Wilson qui vient de nous expliquer tout cela suppose que le coût de réapprovisionnement est indépendant de la quantité. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. À réapprovisionner. Chose qui est rare. Donc, on ne peut pas calculer un coût de lancement de la commande qui est défini annuellement. Le grand S, il est défini annuellement et il doit être pourquoi remis en cause chaque année? Parce que les données dialogues, une commande pour l'entreprise peut changer chaque année. Parce que j'ai investi en un nouveau système d'information, parce que les salaires ne sont plus les mêmes, etc. Donc, et les coûts, il ne peut pas être aussi indépendant par rapport à n'importe quel produit qu'on approvisionne. Donc, la méthode reste controversée sur ce point-là. Aussi que les gestionnaires de stock se réapprovisionnent en tenant en compte la consommation passée et non pas les besoins futurs réels de production. Donc, on se base sur la demande justement annuelle prévisionnelle, c'est vrai, mais pas sur celle réelle dont on a besoin dans la production. Donc, ça va nous générer du stock. C'est vrai que c'est un stock économique, mais qui nous génère quand même des coûts. C'est un coût. Alors, si c'est un coût qui est important parce que la valeur des produits, elle est importante, attention, dans ce cas-là, on vire vers la quantité variable. Et dans la quantité variable, il y a d'autres inconvénients importants. C'est pas des inconvénients, mais c'est des restrictions. Il faut avoir un stock extrêmement fiable et fiabiliser toutes les données d'entrée, comme j'ai dit tout à l'heure. Également, dans la quantité économique, les articles sont gérés indépendamment les uns des autres. Fait de la quantité économique, c'est-à-dire quand la quantité est fixe.
Donc, la constitution du stock sécurité va à un coût, va nous coûter. Et donc, malheureusement, le coût de stock sécurité, et donc, c'est un peu biaisé. Et également, on peut avoir des risques de rupture de stock pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire la forte variabilité. Alors, dans ce cas-là, donc, comment je peux le réaliser? Donc, un fichier Excel tout simple, ندير فيه les références d'IALI, ندير فيه les demandes, plutôt la demande annuelle de toutes ces références, les anachtalit en stock, en quantité fixe, estimer mon taux de stockage, on estime mon coût de lancement de la commande, chaque de lancer une commande, et bien sûr le prix unitaire de chaque article, le fichier d'IALI. Et je mets ma formule, la racine de 2 fois le coût de lancement de la commande, est-ce que multiplie la demande annuelle, que divise mon coût unitaire de l'article, que divise le taux de stockage. Je lâche ma cellule, je duplique et j'ai ma quantité économique. On dit Hussein, tu commander de pif et de tête. Le fichier dialogue ou chauffe, il y a la quantité économique à commander. Moins cher en coût de passation et en coût de possession, sachant que la variabilité de la demande est stable généralement d'une année à une autre, voilà. Et donc c'est très facile à gérer et on peut le modéliser dans la vie de tous les jours ou encore pour des produits qui sont comme j'ai dit, qui sont spécifiques par rapport aux critères qu'on a dit en entreprise, pour l'entreprise. Maintenant, si c'est pas le cas, alors dans ce cas-là, on va y aller vers la quantité variable. Alors, comment gérer justement nos approvisionnements en quantité variable grâce à la mise en place d'un MRP ou de façon calendaire? C'est ce qu'on va voir justement la séance prochaine. Restez avec nous, la séance prochaine, Inch'Allah, sur Qara Fdal, tous les jeudis pour le cours logistique à 17h et au plaisir de vous retrouver, Inch'Allah, semaine prochaine. Prenez soin de vous et à bientôt. Bonne soirée. Restez avec moi, je suis en train de changer pour répondre à vos questions, donc de me positionner sur Facebook pour répondre à vos questions. Bonsoir tout le monde. Alors, monsieur Abdelmoutalib, ou madame, pardon, excusez-moi, j'ai pas vu. Madame Abdelmoutalib Yasmine, bonjour. La notion d'approvisionnement est valable aussi pour le module contrôle-gestion. Le contrôle-gestion, on en a besoin justement pour pouvoir identifier plusieurs éléments nécessaires pour gérer les approvisionnements et gérer les stocks. Donc le contrôle-gestion, il est en interaction transverse avec l'approvisionnement et la gestion des stocks, Madame Yasmine. Je ne sais pas de quoi vous parlez sur le module contrôle-gestion séance 6. Je pense que vous parlez sur la séance 6 du cours contrôle-gestion. Mais effectivement, c'est en interaction transverse. J'ai dit que le taux de stockage, le petit h, c'est qui le définit dans l'entreprise et qui le remet en cause. Bien sûr, c'est le contrôleur de gestion, mais ça ne doit pas être fait séparément, c'est-à-dire dans son bureau, il l'a estimé, il a calculé. Ça doit être réalisé en coordination avec le gestionnaire des stocks ou le logisticien de l'entreprise, parce qu'il maîtrise quels sont les éléments et les étapes et tous les moyens, les outils nécessaires pour gérer les stocks dans l'entreprise. Même pour le coût de lancement de la commande, il doit être estimé avec le manager approvisionnement de l'entreprise et estimé et remis en cause chaque année. Oui, Radia, bonsoir, ça me fait plaisir de te voir parmi nous. Exact, c'est ce qu'on appelle le CBN, tu te rappelles, c'est le calcul du besoin net, c'est le fameux MRP. Exact, alors bonsoir tout le monde, bonsoir. Merci, monsieur Alaoui, merci. Madame Harti, bonjour. Merci pour votre participation. Merci à tous. Voilà, donc ça m'a fait plaisir de partager avec vous cette deuxième séance en approvisionnement. Et on est en la 11e séance. Donc la 12e séance, ça va être la suite des approvisionnements toujours, avec cette fois-ci la quantité variable. Merci à tous, bonne soirée et à la semaine prochaine. Au revoir.